la résolution qui a été adoptée à l'unanimité le 31 octobre 2000. Aujourd'hui, nous avons plus de 21 ans. Donc, c'est pour vous dire que par rapport aux avancées, il y a en tout cas une large vulgarisation de cette résolution. Et au niveau de notre pays, les femmes congolaises s'en ont servi depuis les négociations de Sun City jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on mène les plaidoyers par rapport au leadership féminin, on se réfère à la résolution 1325, surtout le volet participation politique, parce qu'il y a 4 piliers de la résolution. On travaille sur la participation politique des femmes, on travaille sur la prévention, on travaille sur la protection et sur le relèvement. Ce sont des questions qui intéressent les femmes, pas seulement les femmes, mais aussi la nation, parce qu'il s'agit des stratégies de développement. C'est une façon aussi de prévenir les conflits. Et dans ces domaines-là, il y a des avancées. Nous avons aussi, Madame Nicole en a parlé et les autres collègues, le mariage est précoce. C'est vraiment difficile. On a travaillé sur des lois, le code de protection de l'enfant, le code de la famille, tout le monde sait. Dans les différents quartiers, il y a des femmes sans souliers, des femmes qui ne savent ni lire ni écrire. Donc, dès que la victime arrive au guichet d'enregistrement, directement, la victime est prise en charge. Pona soni ngai na pesa kio bosa na masomama nazali na motema na yo limbi sanga. Bienvenue fidèles téléspectateurs dans votre magazine Tribune des femmes. Mon équipe et moi sommes ravis de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle production de votre magazine. Les organisations féminines se sont basées de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour mener un fort plaidoyer pour dénoncer les conflits armés dans notre pays, la République démocratique du Congo, lesquels conflits avaient des conséquences fâcheuses sur la femme et sur la jeune fille. On peut citer parmi ces conséquences les violences sexuelles, voire les violences sexuelles avec instruments et autres effets, et ce qui ne permettait plus à la femme congolaise de garder sa dignité. Toujours grâce au plaidoyer mené par les organisations féminines, les femmes ont réussi à introduire dans la Constitution de la République démocratique du Congo la parité homme-femme dans toutes les instances de prise de décision. Il y a aussi la déclaration de Kampala qui vient de mettre un autre accent sur la lutte contre les violences sexuelles basées sur les genres. Pour parler de toutes ces questions, j'ai sur ces plateaux 6 femmes venues des provinces, d'autres venues de Bujumbura. Il y a également des femmes qu'on a pu retrouver ici à Kinshasa, et avec elles nous allons chercher à savoir où en sommes-nous avec cette déclaration de Kampala. Y a-t-il eu des avancées et que faudra-t-il faire réellement pour que les instruments et les lois qui existent dans notre pays soient d'application en faveur de la femme. Sur ce plateau, comme je l'ai dit au début de cette émission, nous avons 6 femmes invitées. Et je commence par Madame Faïda Mwangiwa. Elle est consultante et experte en genre et membre du mouvement Rien sans les femmes, section Kinshasa. Bonsoir Madame. Bonsoir. À côté de Madame Faïda, nous avons Madame Béatrice Ouzélé. Elle est de l'UFCOD. Juste à côté d'elle, nous avons Solange Loachiga. Elle est de caucus des femmes et membre du mouvement Rien sans les femmes du Sud Kivu. Bonsoir Madame Solange. Bonsoir. Nicole Nyangolo vient de très loin, je l'ai dit, du Bujumbura. Elle a son bureau basé là-bas.
Elle est venue se joindre aux femmes de Kinshasa pour toujours mener cette lutte. Nicole, vous êtes également coordonnatrice du projet et du FAM et également du COCAFEM-GL. Et puis, Madame José Mwadi Mukono, bonsoir Madame. Bonsoir. Vous êtes du CAFED Nord Kivu. Nous avons également Fourara Bernadette de l'UFCOD Chopo. Bonsoir Madame Bernadette. Bonsoir Madame la journaliste. Voilà, j'ai présenté là les tableaux de cette émission de ces jours d'entrée des jeux. Vous êtes ici pour participer dans un atelier qui présentait l'état des lieux et la mise en œuvre de la déclaration de Kampala sur les violences sexuelles basées sur les genres et la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dites-nous, mesdames, où en sommes-nous avec cette déclaration de Kampala, avec l'adhésion de la RDC à la résolution 1325 qui commence? Bon, Madame Faïda. Merci beaucoup pour cet intérêt. Merci encore à notre tribune de la femme. Ici, pour répondre à la question, il y a des avancées par rapport à la mise en œuvre de la résolution 1325, qui est une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la toute première alors en matière de femmes, paix et sécurité. La résolution qui a été adoptée à l'unanimité le 31 octobre 2000, aujourd'hui nous avons plus de 21 ans. Donc c'est pour vous dire que par rapport aux avancées, il y a en tout cas une large vulgarisation de cette résolution et au niveau de notre pays, les femmes congolaises s'en ont servi depuis les négociations de Sun City jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on mène les plaidoyers par rapport au leadership féminin, on se réfère à la résolution 1325, surtout le volet participation politique, parce qu'il y a 4 piliers de la résolution. On travaille sur la participation politique des femmes, on travaille sur la prévention, on travaille sur la protection et sur le relèvement. Ce sont des questions qui intéressent les femmes, pas seulement les femmes, mais aussi la nation, parce qu'il s'agit des stratégies de développement. Donc, mais ce qui est vrai, on va peut-être en arriver, nous avons des défis. Les défis souvent, c'est les conflits qui continuent dans notre pays. On ne peut pas parler de leadership féminin, de la participation politique des femmes, sans parler de la sécurité. Parce que tant qu'on aura des questions de sécurité, les autres collègues qui sont venus des provinces qui sont touchées par ces conflits, comme la province de l'Ituri, la province du Nord Kivu, vont revenir sur ces questions. Et les femmes congolaises, dans leur ensemble, continuent à plaider pour la paix dans notre pays. Depuis le début de l'émission, je vous ai parlé de ces plaidoyers, différents plaidoyers menés ici à Kinshasa et les plaidoyers qui ont abouti à l'enregistrement de cette émission. Ces femmes ont été tour à tour au secrétariat général du ministère des enseignements primaires, secondaires et professionnels et elles ont été par la suite au secrétariat général du ministère du genre pour aboutir à l'Assemblée nationale où elles ont rencontré les présidents de la commission politique et sociale de l'Assemblée nationale qui avaient également à ses côtés les membres de la dite commission, mettant un arrêt pour suivre cette démarche au niveau de l'Assemblée nationale. Les femmes sont toujours peu représentées dans les secteurs publics en général et celui de l'éducation en particulier. Leur représentation dans les instances de prise de décision varie entre 8 et 10%. Même constat dans les secteurs éducatifs où les femmes sont très minimes au niveau national. C'est sur base de ces résultats obtenus dans le cadre du projet EduFemmes, éducation des filles pour un avenir meilleur, projet exécuté en territoire de Fizi et dans le Sud Kivu, que la COCAFEM-GL, conduite par Nicole Nyangolo. Ses membres et ses alliés mènent un plaidoyer auprès des institutions de la RDC. Première étape, cet échange avec les responsables de la commission sociale et culturelle de l'Assemblée nationale, dirigée par le député national Léon Mondolé. Nous avons tenu à rencontrer la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale avec le forum des femmes parlementaires de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Ces femmes qui nous viennent de différentes provinces, unies à celle de Kinshasa, voulaient porter leur voix plus loin
à l'opinion, mais aussi aux décideurs au niveau de la République démocratique du Congo par rapport à tout ce qui est obstacle à l'éducation de la fille, adolescente et de la femme. Les femmes ont souhaité qu'il y ait un contrôle au niveau de la mise en œuvre de tout ce qui est comme arsenal juridique de la RDC par rapport aux lois, différentes lois qui ont été mises en place pour ce qui est de garantir effectivement la participation des femmes aux instances des décisions. S'agissant du projet Édu-Femmes, appuyé par Affaires mondiales Canada, AMC, ces projets visent à accroître l'autonomisation de plus de filles, adolescentes et femmes en situation de vulnérabilité afin de renforcer leur pouvoir au niveau individuel dans leur mariage et dans leur communauté. Mesdames, c'est une émission de débat. N'attendez pas qu'on vous pose la question pour répondre. Celle qui a une idée peut toujours compléter à la réponse des autres. Et cette émission de débat, nous allons utiliser deux langues, le lingala comme le français. Sentez-vous à l'aise et répondez à la langue de votre choix. Voilà, je disais, nous sommes au niveau des avancées. Et qu'est-ce que vous avez constaté pendant que vous menez vos plaidoyers, c'est que vous avez constaté comme avancé depuis qu'on a adopté la déclaration de Kampala et depuis qu'on est dans cette résolution 1325. Si je peux parler des avancées, notons que depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, en République démocratique du Congo, avec cette dynamique de démocratisation du pays, c'est-à-dire amener les femmes à comprendre qu'elles sont des citoyennes à part entière pour jouer leur citoyenneté, entre guillemets, nous trouvons qu'il y a des femmes qui se sont lancées sur le chemin de la politique en tant que femmes candidates. Ça, c'est une avancée significative et certaines d'entre elles ont été élues comme députées provinciales, députées nationales et d'autres ont été nommés ministres. Et notons qu'aujourd'hui, depuis l'émancipation de la femme zaïroise, nous sommes vers les années 1970 avec le président maréchal Mobutu, paix à son âme, jusqu'aujourd'hui, c'est seulement à ce gouvernement actuel de Samalou Kondé qu'on a 27% des femmes. C'est une avancée significative dans le gouvernement national, même si cela n'est pas 50% comme c'est consacré par la Constitution à son article 14. Apparemment, c'est un résultat de consolation parce que dans la Constitution, c'est 50-50. On ne va pas se contenter à 27%. Oui, tout à fait. Résultat de satisfaction, de consolation, je ne peux pas le dire parce que c'est une question bien sûr de faire respecter les lois du pays, mais quand on essaie de voir tout ce qui entoure la question de la participation politique des femmes et surtout dans les instances de prise de décision avec des institutions patriarcalisées comme moi je les appelle. Je dis c'est un pas. Mais si nous prenons le 27% au niveau national, nous descendons jusqu'au niveau du chef d'avenue, le 27% vont être dilués et on risque d'avoir même 3%. Oh, mesdames, il paraîtrait dans les provinces, les femmes, lors des conflits, on n'associe pas les femmes et pourtant la résolution 1325 nous exige l'implication de tous, les hommes, les femmes, y compris pour traiter des cas de conflit et trouver des solutions appropriées. Alors, la déclaration de Kampala sur les violences sexuelles et basée sur le genre est d'abord un texte qui a été adopté dans un cadre régional. Donc la CIRG, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, qui regroupe à ce jour 12 États membres. Donc la RDC, notre pays, fait partie de cette conférence internationale. Donc en 2011, alors, les États, lors de leur 4e sommet spécial dédié aux violences sexuelles et basées sur le genre, ont adopté cette déclaration. Donc la RDC est partie à cette déclaration. La déclaration de Kampala est en quelque sorte l'ancêtre de toutes les lois spécifiques sur les violences sexuelles et basées sur le genre. C'est dans cette déclaration où on énonce les principes clés pour faire face aux violences sexuelles et basées sur le genre, à travers notamment 3 piliers.
Le premier étant le pilier sur, on va parler par exemple de la prise en charge des survivants des cas des VSBG. On va parler de la lutte contre l'impunité, qui est également un important pilier de cette déclaration de Kampala. Et enfin, il y a aussi comme pilier de la déclaration de Kampala la prévention. Je pense même que c'est le premier des piliers. Donc la prévention, ensuite la prise en charge des cas des VSBG et enfin la lutte contre l'impunité. Donc ces trois piliers guident les interventions de tous les intervenants, que ce soit étatiques ou para-étatiques, tous ceux qui interviennent dans le cas de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Il se constate que selon les pays, je parle bien sûr sous un angle régional, il y a des avancées que l'on note. Par exemple, en République démocratique du Congo, bien sûr, la COCAFEM emmène chaque fois l'idée de faire un état de lieu de la mise en œuvre de la déclaration de Kampala, parce que la COCAFEM estime qu'il est important que notre pays, la RDC, je suis basée à Bujumbura, mais je suis congolaise, donc voilà. Donc notre pays, la RDC, puisse vraiment bien se saisir de cette dynamique-là. Donc le rapport qui a été présenté aujourd'hui a démontré clairement qu'il y a des avancées en termes de prévention. Par exemple, les organisations de la société civile, avec leurs partenaires, ont fait un important travail. Mais vous savez que la République démocratique du Congo, avec sa taille continentale, on ne peut pas prétendre jusqu'au fin fond de nos villages. Le texte est connu en soi. Même tout l'arsenal juridique que nous avons en termes de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, il se pose encore un problème de la vulgarisation. Récemment, là où nous avons eu la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, il y a bien des prestataires des services judiciaires qui se posent la question, mais que faire en tel ou tel autre cas ? Ça commence à poser problème. Nous avions une loi spécifique sur les violences sexuelles qui date de 2006. Nous qui venons compléter le code pénal et voire même le code de procédure pénale. Il y a toujours ces dualités entre les lois générales et les lois spécifiques. Encore que la loi spécifique n'embrasse pas toutes les autres catégories des violences sexuelles et basées sur le genre. Aujourd'hui, nous avons par exemple parlé des violences domestiques. Alors ici dans notre pays, hormis les zones en conflit, par exemple, dans la ville de Kinshasa et d'autres zones urbaines, le phénomène qui s'observe souvent est celui de violences domestiques. Quid de la prise en charge des cas de violences domestiques? Ça, c'est vraiment une importante préoccupation. Peut-être que nous avons pour moni ndenga uti koloba wana wana Kinshasa. Ba mama ebele okoyoka babeta kiye, babomiye, babeta kiye nano bafingiye, basali boy. Mais toza na loi. Mais toza na loi ya makambo ezoko lekana kati ya bandako te. Tango mobali abeti mwasi na ye, okomona kaka ba voisin ba komo loba e bongo pona likambo muke wana nde ozomema mwasi na yo na ozomema mobali na na justice tika makambo wana kobeta mwasi kosala do eza bolingo te esila kaka na ndenge wana. Bazotika mais en fin de compte ko ya komona après soki 2 ans 5 ans au mwasi tele akufi alors que ezalaki take de na police ebutala nazana likambo bazobetanga to boye donc makambo ndenge mama Nicole auti koloba eza likambo moko ezopesa pasi na motema mais il faut tout ça là pour être toyeba na kozwa baso Mama Faïda lobi yango émission lelo ezali bilingue toujours le français toujours le lingala tokokoma na makambo ya violence domestique wana tokota na mwa mozindo mais tokende na maleme na zongeli ba pilier ya déclaration de Kampala. Pour expliquer le pilier, ils ont exactement nini. Par exemple, pilier à lutte contre l'impunité, il y a prévention, ils ont le nini et puis qu'est-ce qui a déjà été fait jusqu'à présent. Camille beaucoup de temps et nini salama. Témoignage, parce que les alliés, pour ces témoignages, il y a Kamoko, il y a violence qui a été prise en charge. Dans telle province ou à Kinshasa, on a tombé pour illustrer. Par rapport à la déclaration de Kampala, Madame Nicole a parlé des avancées. Et les piliers, c'est la prévention, accompagnement des victimes, mais aussi la lutte contre l'impunité.
Mais qu'est-ce qu'on fait pour la prévention? Voilà. Pour la prévention, il y a beaucoup d'activités qui se font. Il y a par exemple les alertes dans le cadre de lutte contre les violences. Par exemple, au niveau du collectif des associations féminines, pour l'année 2021, nous avons fait plus de 250 alertes. C'est la prévention. Les femmes commencent à venir. Non, nous dénonçons les cas de violence basés sur les genres. C'est ça l'alerte. Nous avons créé 4 WhatsApp pour faire des alertes au niveau communautaire. Et tout ça, c'est la prévention. Mais aussi, nous avons fait des sensibilisations. On a fait des sensibilisations à Goma et à Beni, mais aussi dans d'autres territoires avec les membres de nos organisations. Par rapport à la prise en charge, au niveau de la RDC, je sais ici à Kinshasa, il y a des centres intégrés d'accompagnement. C'est-à-dire, une victime arrive, elle est prise en charge à tous les niveaux. Elle est écoutée, il y a médiation, il y a prise en charge psychosociale, puisque les victimes sont là. Il y a réinsertion, il y a aussi la prise en charge juridique. C'est ce qu'on appelle centre intégré. Et ces centres sont dupliqués au niveau de l'Est. À Goma, nous avons un centre intégré. Et aussi à Beni, à Goma, nous avons 2 centres intégrés. Il y a aussi un centre intégré à Beni. C'est déjà des avancées par rapport à ce qui a été dit dans la déclaration de Kampala. Et lorsque vous dites centre intégré, c'est-à-dire il y a les mêmes conditions, l'intégration c'est à quel niveau? Il y a les mêmes formes de traitement ou quoi? Oui, il y a les mêmes formes de traitement et tous les paquets de prise en charge est à l'intérieur. Donc dès que la victime arrive au guichet d'enregistrement, directement la victime est prise en charge. On va l'écouter, on va les soigner là-bas, mais aussi, il y a des assistantes psychosociales qui sont permanentes pour l'écouter et pour l'orienter. Et l'organisation pour la réinsertion socio-économique est là, mais aussi les juridiques est là, au même moment. Au niveau de l'impunité, lutte contre l'impunité, c'est aussi un des... C'est un élément déjà du centre intégré. Mais les victimes... Oui, la lutte contre l'impunité, là, il y a plusieurs acteurs. Il y a d'abord la communauté ou les communautés dans lesquelles les violences sont commises. Et dans ces cas-là, à travers la mobilisation de conscientisation, des renforcements des capacités par rapport aux lois qui luttent contre les violences basées sur les genres, une fois la population, la communauté est informée, et quand il y a une victime, cette victime se dirige vers la justice pour porter plainte. Et quand elle va porter plainte, il y a maintenant la justice qui doit faire son travail. Et donc, il faut documenter, il faut écouter les présumés auteurs. Une fois les culpabilités sont établies, les auteurs sont mis en prison. Et aujourd'hui, nous saluons ces avancées par rapport à la punition réservée aux auteurs de violences sexuelles et basées sur les genres. Parce que même il y a des hauts gradés de l'armée qui ont été condamnés. Il y a eu des chambres foraines qui ont été organisées. Et là, en mettant en prison, en punissant un haut gradé de l'armée ou des services de sécurité, entre guillemets, c'est une sonnette d'alarme. Et donc, la lutte contre l'impunité, ça amène tous les acteurs, chacun à son niveau, et surtout l'État congolais qui doit faire son travail de recherche d'infractions et des punitions. Ouais, Madame Ouzele Béatrice, apparemment vous avez à dire. Oui, un témoignage, un ajoute. Un ajoute. C'est-à-dire, quand on dit le centre est intégré, dans ce centre, on trouve la prise en charge holistique. Donc, toutes les prises en charge se trouvent dans les centres.
de prise en charge médicale, on a aussi psychologique, on a aussi la prise en charge médicale, on a aussi la prise en charge juridique. Donc le tout est intégré dans les mêmes centres. On dit holistique. Holistique. Mais vous venez alors, oui. À l'Ituri, quand même, il y a des femmes qui dénoncent, qui viennent quand même parler de la situation vécue, parce que souvent c'est tabou. Hein. Oui, actuellement avec la sensibilisation, les femmes fréquentent les centres de prise en charge. Et surtout les centres qui se trouvent dans la ville, parce qu'actuellement à Ituri, il y a le déplacement massif de la population suite à l'insécurité qui se trouve dans la province. Et aussi, j'avais voulu augmenter que quand on parle aussi de la résolution 1325, cette résolution parle de l'implication effective de la femme dans la pacification. Il y a eu le plan national, plan d'action national, première génération, mais ce plan-là n'a pas été mis en œuvre. Et c'est suite au manque de moyens de la mise en œuvre de ces plans-là, de la résolution 1325. Actuellement, on parle de PAN génération 2, sans que la première génération ne soit appliquée. Et même cette plan génération 2 n'a pas encore de moyens. Et c'est ça, c'est le défi de la 1325. Malgré ça, les organisations de la société civile se débattent pour que on fasse quand même des petits pas. Actuellement, on est en train d'évaluer par l'application, la mise en œuvre de la déclaration de Kampala et aussi de 1325. Ça a été le cas, oui, oui, merci de m'accorder la parole. Oui, à ce qui concerne la résolution 1325, au niveau de la province de la Tchop, je crois qu'il y a des avancées significatives, dans ce sens que les femmes, quand il y avait des conflits entre l'organe délibérant et l'exécutif, donc la province a connu une insécurité terrible. Alors les femmes se sont réunies, les femmes de la société civile se sont réunies pour dire qu'on ne pouvait pas laisser la province à cet état de choses. Ils ont constitué un groupe parce que nous avons la coordinatrice qui est Madame Maître Doudou, qui a dit non, réunissons-nous rapidement. Et nous sommes allés voir le gouverneur, nous sommes allés voir le président de l'Assemblée. Et à un moment donné, les femmes se sont cotisées pour les réunir, les mettre ensemble. Et chacun a dévoilé ce qui faisait, ce qui ne puisse pas approcher l'autre. Et aujourd'hui, dans la province, les deux institutions parlent le même langage. C'est comme ça qu'on a dit que donc la participation des femmes dans la résolution pacifique des conflits. Mais vous retrouvez... Parce qu'on parle de la femme et la paix et la sécurité, notons que dans nos communautés, même ici dans la ville de Kinshasa, dans les différents quartiers, il y a des femmes sans souliers, des femmes qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui traitent des questions de conflits au niveau de leur quartier, au niveau des villages. Et ces conflits qui sont traités, si on n'avait pas trouvé des femmes qui s'intéressent à ces conflits, ce sont des conflits qui peuvent embraser toute la République démocratique du Congo. Parce qu'on va avoir une tante qui vient, une grand-mère qui vient, un oncle qui vient, parce qu'il y a eu tout simplement accrochage entre deux enfants venant de l'école. Et là, nous voudrions dire au gouvernement congolais de reconnaître, de savoir qu'il existe ces conflits qui ne sont pas dans la gestion politique du pays de chaque jour, mais ces conflits qui sont résolus, transformés, gérés par des femmes sans souliers
des femmes analphabètes et nous leur devons hommage. Il y a d'ailleurs le cri d'alarme de toutes ces femmes-là. Il paraîtrait dans les provinces, lorsqu'il y a la gestion des conflits, on ne remarque pas la présence des femmes. Il paraîtrait qu'elles sont mises à l'écart et pourtant la résolution 1325 nous demande l'implication de tout le monde. Oui, moi je voudrais dire c'est parce que vous savez que Nakati la province Mingi et ça na ba communauté, il y a des communautés qui sont en train d'élever les femmes. Par exemple, je prends la province de la Tchop, là où il y a les territoires de quoi on appelle ça Opala. Donc on a élevé des femmes au rang de, comment dirais-je, on les appelle les Koumou. Les Koumous. Donc, chaque fois, quand il y a des problèmes au niveau de la communauté, on appelle ces femmes-là. Ils sont au nombre de 9 maintenant. Alors, quand elles arrivent, elles donnent leur point de vue, elles discutent avec les hommes, et à la fin des comptes, on va dire non, non, écoutons quand même les femmes. Et c'est comme ça qu'au niveau, parce que c'est un territoire là où il y a des agressivités, les communautés Mbole. Donc, ils sont agressifs. Mais c'est que j'ai remarqué que dans ces territoires-là, on commence maintenant à écouter les femmes. Pourquoi? Parce que la communauté a compris qu'il faut être avec les femmes ensemble. Donc, à ces coins-là, je pense que ça a quand même des avancées significatives, comme m'a dit Mme Solange et Mme Nico. Maintenant, vous vous retrouvez... Oui. Aussi j'avais voulu ajouter, quand on parle de la prévention, il y a aussi la vulgarisation des textes. Sans qu'il y ait d'abord conflit, on vulgarise, on sensibilise et on donne les informations avant. C'est une façon aussi de prévenir les conflits. Et dans ces domaines-là, il y a des avancées. Parce que les textes de la résolution 1325 de la déclaration de Kampala, dans la COCAFEM-GEL, ce sont des textes qui sont à la base de nos activités de la COCAFEM-GEL, dans la région tout entière, dans tous les pays. La sensibilisation, la vulgarisation, on a même traduit la déclaration de Kampala à langue nationale. Même chez nous ici. Ce n'est pas connu. Ouais. La traduction existe, je l'apprends, mais ce n'est pas connu et la population, les violences persistent parce que ce n'est pas encore intériorisé. Mais qui doivent mener nous y allons mollo. Les documents sont transformés par la COCAFEM-GEL à Swahili, à Kikongo, à Lingala et aussi à Chiluba aussi. Et maintenant, nous avons sensibilisé d'abord un petit groupe, nous y allons petit à petit. Donc, dans la prévention, la COCAFEM a évolué. La prise en charge aussi holistique, ça, c'est le domaine de la COCAFEM. Là, nous allons aller à tour de rôle. Vous n'avez pas encore fini? Ajouter, compléter. Même juridiquement. Nous allons aller à tour de rôle. Vous vous retrouvez à Kinshasa, c'est par rapport à un atelier. Concrètement, qu'est-ce que vous vous êtes dit au cours de cet atelier-là et quelles sont les actions que vous avez pu mener pour pouvoir chercher à sortir ou bien à atteindre vos objectifs? Je voudrais dire que la mission, l'agenda des femmes qui sont ici sur ce plateau était double. D'abord, il y a un important plaidoyer qui est mené dans le cadre de ces deux textes qui nous conduisent dans notre fil conducteur pour ce qui est de la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, mais aussi sur ce qui est des aspects de participation des femmes aux instances de décision. Ça, c'est pour ce qui est de la 1325. Donc, les femmes ont fait ce déplacement parce qu'il y a d'abord eu un constat. Par rapport à la résolution 1325, par exemple, nous avons exploité un des secteurs de la vie, à savoir celui de l'éducation, pour voir quel serait le taux de participation des femmes aux instances de décision dans le secteur de l'éducation. Vous allez me poser la question, pourquoi justement avoir ciblé rien que ce secteur? En me présentant, j'ai parlé du projet du FAM, Éducation des filles pour un avenir meilleur,
qui est mise en œuvre par COCAFEM Grand Lac et certains de ses collectifs pays, des 3 pays, au Burundi, en RDC et au Rwanda, avec l'appui d'Affaires mondiales Canada. Ce projet nous a donné de percevoir en fait les enjeux pour ce qui est de l'accès et du maintien de la fille et adolescente à l'école. Chez nous, on dit, ici en RDC, on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. D'ailleurs, se dit de par le monde. Donc, le constat est tout de même amer. Il y a eu plusieurs campagnes, notamment avec l'UNICEF, toutes les filles à l'école et ensuite tous les enfants à l'école. Mais cependant, il se remarque que au niveau élémentaire, les filles sont là. Mais plus on monte de niveau, il y a la déperdition. Donc, les filles, elles arrêtent d'aller à l'école pour multiples raisons, parmi lesquelles les grossesses précoces, les mariages forcés, les phénomènes d'harcèlement, les abus sexuels dans les écoles ou même sur les chemins de l'école, tout ce qui est VBG, mais aussi la pauvreté, que dire de la pandémie de Covid-19, la non prise en compte de leurs besoins spécifiques. Donc voilà autant de raisons qui font que la fille ne puisse pas aller plus loin, pousser plus loin dans ses études. Maintenant, cette fille-là, cette adolescente qui n'a pas poussé loin avec ses études, comment pourrait-elle prétendre compétir au même titre que les hommes sur le marché de l'emploi, etc. Là déjà, il y a un problème qui se pose. C'est la raison pour laquelle, en vue de garantir l'autonomisation des filles adolescentes, voire des femmes, il faudrait d'abord garantir en amont leur éducation. C'est la base de tout. Et maintenant, si les femmes accèdent aux instances de décision, de façon générale dans tous les secteurs et de façon particulière dans le secteur de l'éducation, elles peuvent travailler pour le changement des conditions des filles dans les écoles. Aujourd'hui, tout le monde parle des violences basées sur les genres en milieu scolaire. C'est un phénomène qui gangrène nos sociétés, notre société, nos écoles. Il y a des filles qui abandonnent très sérieusement. Il y a aussi les familles qui les poussent trop tôt au mariage, etc. Donc ça, c'est une importante préoccupation que nous avons amenée ici à l'endroit de certains décideurs. Depuis que les délégations sont ici à Kinshasa, nous avons à tour de rôle été reçus en audience par la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale avec le forum des femmes parlementaires. Donc la rapporteure de ce forum-là était là pour nous recevoir avec le président de la commission socio-culturelle. Nous avons échangé là-dessus. Nous avons présenté les desiderata des femmes que nous sommes, qui représentons toutes les couches de nos sociétés, chacune pour sa province. Nous avons emmené les enjeux à leur connaissance et nous avons bien sûr proposé des pistes de solutions. Par exemple, la mise en œuvre effective de tout ce qu'on a comme arsenal juridique. Commençons par l'article 14 de la Constitution de la République démocratique du Congo et ensuite toutes les autres lois qu'il faudrait améliorer. Bientôt, là, nous allons passer au scrutin. Bon, tout le monde s'attend à des élections prochainement. Quid de la loi électorale? Quid de la loi sur les partis politiques? Voilà autant de préoccupations que les femmes voulaient présenter aux acteurs qu'elles ont eu à visiter. Nous avons échangé avec la secrétaire générale au ministère du genre. Nous avons aussi vu la secrétaire générale au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour parler aussi de ce besoin-là d'améliorer le budget dédié à l'éducation. Ça reste un important enjeu. L'ODD 4, l'objectif de développement durable 4, recommande aux États d'aller au moins à 20% du budget dédié à l'éducation. Nous savons que la RDC, notre pays, n'a pas encore franchi ce seuil. Donc le score est tellement bas. Parlons par exemple du niveau de représentation des femmes aux instances de décision dans le secteur de l'éducation. Nous avons consulté l'annuaire des statistiques produit par le ministère du Plan. 8 à 10% des femmes sont dans les instances de décision. Là, c'est vraiment voilà autant des preuves, d'évidence qui nous prouvent qu'il y a vraiment à améliorer dans ce secteur-là, qui est un des secteurs clés du développement durable d'une nation.
Et je vais peut-être compléter par rapport à l'éducation. Nous avons fait de notre mieux pour relever cette question au niveau de la commission parlementaire socioculturelle. Nous avons été reçus là-bas et nous avons présenté la question de la scolarisation de la jeune fille, de son maintien à l'école. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas minimiser la question de la gratuité scolaire, la gratuité de l'enseignement primaire. C'est constitutionnel. Nous ne pouvons pas évoluer dans un état où les enfants des uns étudient et les enfants des autres restent. Ça, c'est vraiment maintenir la discrimination au niveau de la population. Je pense à travers l'ensemble du pays, toute la population congolaise doit se ranger et de dire soutenons la gratuité. L'argent existe dans ce pays. Ce n'est pas l'argent qui manque pour acheter les pupitres. Parce que lorsque nous, les femmes, nous suivons qu'il y a eu des tournements de millions, des millions. Combien coûte 50 pupitres pour une école? Donc nous ne pouvons que, comme femmes, soutenir la scolarisation, la gratuité de l'enseignement primaire. Parce que là-dedans, la catégorie qui paye le prix d'abandon, en termes d'abandon, ce sont des filles. Les parents trouvent facile de dire aux filles, restez à la maison, votre frère va étudier, c'est un garçon, toi encore, tu as une autre chance de te marier. On ne refuse pas. La femme peut faire un choix. Elle se marie ou elle reste. Mais l'essentiel, c'est d'être utile pour sa communauté. C'est d'être utile pour... Les femmes vont continuer à jouer le rôle de mère, d'épouse dans les couples, mais en étant utiles à la communauté. Et lorsqu'elles ne sont pas scolarisées, elles ne seront pas à mesure de profiter des opportunités d'emploi qui se présentent devant elles. Nous avons aussi, Madame Nicole en a parlé et les autres collègues, le mariage est précoce. C'est vraiment difficile. On a travaillé sur des lois, le code de protection de l'enfant, le code de la famille. Tout le monde sait qu'on ne peut pas prendre en mariage une fille de moins de 18 ans. L'âge majeur, c'est 18 ans. Mais partout à travers le pays, nous constatons qu'il y a même des enfants de 10 ans qui mettent au monde, de 11 ans, violés et d'autres qui sont prises, même pas comme ça, les parents acceptent. Non, prenez la dot, je prends votre fille. Le monsieur a 50 à 60 à 40 ans, mais il prend la fille de 15 ans, comme s'il n'y avait pas d'autre. Donc, mais moi, j'avais vérifié quand même pourquoi ces filles-là sont envoyées en mariage. C'est là que nous avons parlé de la pauvreté et la scolarisation devient difficile. Quand on vous demande de payer de frais, et d'ailleurs au secrétariat général du ministère de l'Éducation, nous avons soulevé cela. Vous parlez de la gratuité, mais sur le terrain, il y a des chefs d'établissement qui fixent le prix entre 3 et 90 $ et les gens prennent 90 $. Et là, nous avons été informés que dans certaines écoles de la place, il y a déjà des comptes bancaires qui sont ouverts pour que les enfants de l'école primaire payent le frais scolaire. Donc, il y a des gens qui disent non, non, nous ne pouvons pas soutenir la gratuité de l'enseignement parce qu'elle n'est pas encadrée. Mais pourquoi ne pas l'encadrer? Pourquoi ne pas allouer un budget conséquent pour permettre quand même à nos enfants d'étudier? Nous avons étudié. Il y a des écoles qui font défaut. Il y a des salles de classe qui ne sont pas au nombre des élèves. Il faut les construire. Ce n'est pas de l'argent. Si chacun des citoyens congolais, chacun des responsables, chaque citoyen, parce que quand on voit la question de maximisation des ressources, il faut doter la RDC d'un budget conséquent. C'est chacun. C'est chacun. Les femmes font de leur mieux. Il y a des femmes parmi nous qui payent les impôts. Nous payons les impôts. Pour faire quoi? C'est pour renfler la caisse, les trésors publics. Il faut mobiliser les ressources. Et là, après alors, une répartition équitable et en mettant l'accent sur certains secteurs clés de la vie comme l'éducation, la santé. En tout cas, c'est des questions clés. Parce que nous parlons Nous en avions profité aussi d'informer les autorités sur la situation des enfants en Ituri, tellement que l'insécurité persiste et que la population sont remplis dans la ville au lieu d'être dans des villages. Les enfants quittent les sites de déplacés et pour venir dans la ville, les enfants dorment en pleine ville
dans des terrasses, et au marché, sur des cimetières, et les enfants n'ont pas accès à l'école. Au moment où la gratuité devait permettre à ces enfants d'étudier, ensuite les retenir dans les écoles, les enfants ne sont pas retenus, et ce sont des milliers d'enfants. Quand vous arrivez dans la ville de Bunia, vous allez les trouver partout. Et là, ils sont en train de la vie, de la survie ou... Oui, ils sont en train de ramasser les bouteilles, ramasser tous les cartons, tout ça. Ils sont en train de ramasser les haricots, les maïs, transporter, voler. Et ces enfants-là, ils sont en train de préparer dans des coins eux-mêmes. Donc ces enfants-là, comment sera leur avenir? Mais les autorités nous ont rassuré que dès qu'il y aura la sécurité, on peut les récupérer. C'est-à-dire leur organiser les écoles de rattrapage pendant 3 ans. L'enfant reçoit son certificat et continue normalement. Nous attendons. Là, ce sont des enfants qui n'ont plus l'âge de l'école primaire. Hein? Oui, Madame Gachiga. Oui, parce qu'on parle de la gratuité, nous voudrions lancer vraiment un cri d'alarme en tant que maire. Et ce cri d'alarme est adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La gratuité, nous saluons cela. Mais le constat est que beaucoup, j'ai dit de beaucoup de chefs d'établissement ne respectent pas cette gratuité. Et certaines autorités de la province, des provinces ont signé des arrêtés pour fixer le montant que les parents doivent payer entre $3, $90. Malheureusement, cela concerne aussi les écoles primaires qui doivent être gratuites. Et donc, nous demandons à notre chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président, à travers les institutions de contrôle dans le domaine de l'éducation, de regarder et de sanctionner toute autorité scolaire qui piétine la gratuité, parce que ce sont nos enfants congolais et congolaises qui sont en train de perdre. L'éducation a un lien direct avec les piliers de la résolution 1325 ainsi que le contenu de la déclaration de Kampala. Dans les violences, nous chutons déjà, dans les violences, nous avons également les violences des abus sexuels, d'exploitation, il y a même les violences domestiques. Nous avons commencé le débat tout à l'heure. Si on peut nous expliciter exactement, mais pourquoi ça continue ces abus sexuels? Pourquoi la violence domestique persiste ailleurs? C'est révolu. D'abord, les abus sexuels continuent tout simplement à cause de l'impunité. Oui, je me représente par exemple au niveau du Nord Kivu. Nous avons 54 maisons de tolérance. On a essayé de faire le monitoring, on a fait des sensibilisations, on a dénoncé, on a invité les responsables de ces maisons de tolérance, mais curieusement, il n'y a aucun changement. Aucun changement, ils continuent. Ils ont même inquiété notre collègue qui prenait l'élite. Donc, si dans ce pays l'impunité continue, rien ne pourra changer. C'est ça. Et pour compléter, Madame José, parmi ces maisons de tolérance, il y a aussi des autorités qui sont là-dedans, qui gèrent ces maisons. Alors, dans ce sens-là, on ne saura pas... Il faudrait mettre des gens neutres.
Justement, c'est ça. Quand vous allez en justice et quand vous accusez certaines personnes, ils se couvrent derrière pour dire non, ce n'est pas moi, c'est tel monsieur. Or, si vous creusez, si vous regardez les documents qui gèrent ces maisons, vous allez trouver que c'est une autorité de la place. Et alors, puis, on ne sait pas ce comment sont nos filles, les filles qui viennent de l'école, déambulent dans la ville, finalement, ils vont se retrouver dans les maisons de tolérance. Donc, c'est un grand risque pour l'avenir du pays, pour la famille. Disons aussi, nous avons beaucoup travaillé, mais c'est bien dommage, on a beaucoup travaillé contre les violences sexuelles à cause des affres de guerre et tout. Mais à un moment, on a laissé faire les violences domestiques. Mais maintenant, au moins aujourd'hui, nous commençons à récolter les résultats par rapport aux questions de violences sexuelles, aux infractions liées au viol. Mais par rapport aux violences domestiques, ça reste encore banalisé. La communauté banalise les violences. C'est punissable ou pas? C'est punissable parce que, par exemple, quand il n'y a pas encore, on n'a pas encore légiféré là-dessus, il n'y a pas une loi, mais au moins il y a des infractions que vous trouvez dans le code pénal. Lorsque vous blessez votre épouse, il y a des infractions pour coups et blessures volontaires. C'est une infraction. Et le magistrat peut s'en saisir. Mais le problème est que c'est vraiment des pesanteurs socio-culturels. Les gens regardent, c'est un problème entre un homme et une femme, c'est un problème de famille, c'est un problème de couple, c'est un problème interne. Et des filles à l'école, un enseignant peut toucher ses seins, et puis donc c'est pas très grave. On va dire c'est pas très grave. Non, il faut sanctionner. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions et une large vulgarisation, en tout cas, ces actes vont continuer à se perpétuer au niveau de notre pays. Donc, et c'est malheureux. Et d'ailleurs, au niveau des juridictions, on enregistre ces derniers temps beaucoup de cas d'assassinat, des tueries, des époux qui tuent leurs épouses. C'est d'ailleurs aujourd'hui seulement ici, dans cette salle, lorsqu'on faisait la présentation du rapport d'évaluation des mises en œuvre de la DECA et de la 1325, un élément de la police nous a fait savoir qu'effectivement, il y a aussi une femme qui a tué son mari, qui a laissé, elle a allumé le feu et puis elle a enfermé son mari. Donc, il faut vraiment mettre beaucoup de rigueur dans l'application des lois. C'est des questions sur lesquelles, oui, la lutte contre l'impunité. Par rapport aux violences domestiques, au Sud Kivu, il y a une alliance stratégique dont le caucus des femmes est membre, des associations comme l'Association des femmes des médias, le RFDP et bien d'autres, le COFAS qui est partenaire aussi à COCAFEM-GEL. Nous avons présenté un avant-projet de loi, c'est au niveau du cabinet de la conseillère du chef de l'État. Et cet avant-projet de loi inclut les questions de violence domestique. Et donc, je sais que très prochainement, vous verrez encore des délégations venir avec la synergie des femmes à travers les provinces pour demander que cet avant-projet de loi poursuive son cours normal. Parce que c'est inacceptable. Au Sud Kivu, entre le mois de janvier et mars, au moins 4 femmes ont été tuées par leur mari. Et dans le cadre de la lutte contre l'impunité, il y a un mari de Kamituga qui a tué son épouse Charline, une jeune femme de 32 ans, de moins de 32 ans, et ce garçon, cet homme a été condamné à 15 ans de servitude pénale. Vous comprenez? Les questions de violence domestique, 15 ans, et pourtant la femme est décédée. Alors, s'il y avait une législation qui tranche bien, qui montre les infractions par rapport à ça, ça devrait être à perpétuer. Mais à Minova, un officier de l'armée congolaise a tiré à bout portant sur son épouse Anne-Marie Bouhoro, et ce militaire a été condamné à perpétuité. Et ça, c'est la dynamique des organisations de femmes au Sud Kivu, avec des connexions et des collaborations et des communications avec des femmes au niveau de Kinshasa.
Je pense qu'en ce siècle-ci, il n'y a aucun être humain qui devrait s'autoriser à ôter la vie à un autre être humain. Ce n'est pas concevable. C'est la raison même de ce plaidoyer, parce que Madame Solange dit effectivement que les organisations sont en train de réfléchir pour amener l'idée d'une loi spécifique sur les violences sexuelles basées sur le genre, incluant aussi les violences domestiques. Donc, quand on regarde un peu du point de vue régional, presque tous les États se sont dotés d'une loi spécifique VSBG. La différence entre une loi générale et une loi spécifique, c'est pourquoi? Parce que la loi spécifique d'abord a primauté sur la loi générale, mais aussi elle sert à attirer l'attention sur le phénomène. Donc, ça veut dire, si la RDC se dote d'une loi spécifique sur les violences sexuelles et basées sur le genre, incluant toutes les formes, tous les types de violences basées sur le genre, qu'il faut aussi vulgariser et faire connaître, alors même les coutumes seront obligées de se plier à cette loi-là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Tribune des femmes dès ce soir. Le plateau était totalement femmes et c'est vraiment une tribune et vous avez suivi la qualité des débats et des réponses. Et il était question d'analyser cette déclaration de Kampala, plus de 20 ans déjà, et qu'est-ce qui a été fait réellement ici au Congo. Et dans différents domaines, il y a eu des exemples, quelques avancées. Et l'accent était aujourd'hui mis sur la participation des femmes dans les instances de prise de décision, et aussi sur les plaidoyers qui ont été menés au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'EPST, au niveau du ministère des Genres, pour faire de sorte que les budgets alloués à l'éducation soient quand même revus à la hausse. Ce sera bien pour l'avenir de nos jeunes filles, futures femmes, pour la République démocratique du Congo, et elles seront aussi à mesure d'être compétitives sur les terrains par rapport aux hommes. Voilà, c'est la fin et nous avons reçu nos délégués de l'Ituri, de la Chopo, du Nord Kivu, du Sud Kivu, également de Bujumbura, et une Congolaise basée à Bujumbura. Il y a également l'experte en genre, Faïda Mangila, qui est toujours avec nous ici à Kinshasa. Et il ne reste qu'à vous dire merci de nous avoir suivis, mais pour nous contacter, il faut appeler au 081 520 14 10. Je répète, 081 520 14 10. Excellente suite des programmes sur la RTNC. Nakanisi yo mingi na ye epai na yo mabe manso nasalaki yo na ye olimbisanga mpona soni ngai napesaki yo bosana masomama nazali na motema na yo limbisanga